en fait, nous allons poursuivre avec une séquence pour continuer à répondre à vos questions, en fait. Et je pense que, Monsieur Aligon, vous allez rester aussi pour ces fameuses questions. Donc, je remercie d'abord les participants, mais ils n'ont pas fini de travailler, donc je les laisse un petit peu sous tension. Il y a une question qui s'adresse peut-être plutôt à Anne Chevrier. C'est quoi un patient mystère? Un patient mystère, je veux dire que j'ai un peu. En Oui. fait, il n'y a pas de patient mystère. Quand on n'a pas de patient mystère, et Pour puis. t'aider un peu, Anne, pour avoir participé à la préparation de cette itération de la certification, je ne connaissais pas non plus le patient mystère. Donc, je me disais peut-être que c'est une invention récente de la HAS. Non, 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 non. C'est quelque chose que je découvre là, je dois dire. Donc, et l'objectif, c'est pas de faire, de coincer les choses et dans l'aspect mystère. Je trouve que c'est un peu presque angoissant. Non, il est vrai on ne souhaite pas, dans le cadre de la véracité du terrain, etc., donner avant la visite exactement le nom du patient, etc. On a trop vu des choses un peu trop préparées, etc. Donc c'est vrai que ce que l'on donne comme information à l'établissement, c'est qu'il va y avoir un patient avec tel profil, par exemple un patient âgé qui est passé par les urgences et qui sera en chirurgie, parce qu'on a bien vu que dans les parcours, puisqu'on analyse le PMSI de l'établissement et on arrive à reconstituer, et d'ailleurs on reconstitue les parcours les, les, les plus révélateurs de l'établissement et on échange sur ce genre de choses. À la préparation de la visite, il y a une préparation tripartite coordonnateur, établissement et chef de projet chez nous, pour bien être assuré que ces données sont les bonnes sur lesquelles nous sommes appuyés. Donc, il n'y a pas de patient mystère. On sait qu'on fait un patient dans un secteur et on demande effectivement, puisqu'en plus, on ne peut pas savoir à quel jour de la visite exactement quel va être le patient. C'est vrai que ça peut être perçu comme cela, mais en fait, ça n'a rien de mystérieux. C'est-à-dire que on demande à l'établissement de donner la liste des patients présents avec leur mode d'entrée et les raisons de leur prise à charge dans l'établissement, leur âge notamment, et si possible une petite idée, s'ils l'ont, de leur date de sortie, parce qu'on va privilégier les patients qui sont plutôt en fin de parcours, parce qu'ils auront une vision générale. Et c'est vrai qu'on demande la liste des patients et l'expert la veille, parce qu'on sait que maintenant les durées de séjour sont très très courtes, donc la veille, et c'est vrai que le matin, l'expert donc va dans cette unité et, euh, et choisit le patient qui est disponible d'abord et pour faire cette rencontre avec le patient. Mais il n'y a pas de mystère et on n'injecte pas des gens qui auraient des rôles qu'ils n'ont pas à tenir. C'est des vrais patients, quoi. Mhm. Ils ne sont pas mystérieux, quoi. C'est des vrais Ok. patients qui sont dans des lits dans l'établissement. On va sur le terrain. La Le mot réponse est mystère ne claire sera pas. et des angoisses vont bien sûr se lever, enfin, on l'espère. Il y a surtout des questions en direction de la chaise, donc je vais continuer à te les transmettre. Il y a une question sur le périmètre de la chaise qui comprend maintenant les établissements médico-sociaux et lors des visites qui intègrent ces services, est-il prévu qu'il soit possible à l'avenir d'avoir une certification groupée sanitaire médico-sociale? C'est une question qu'on a déjà eue à plusieurs reprises, hein. Oui. Alors effectivement, c'est d'ailleurs, et Jean, tu faisais partie, quoi. Tu as fait partie des acteurs qui ont participé à l'élaboration. Ça faisait partie des préoccupations qu'on avait eues au démarrage et qu'on avait analysées pour savoir s'il était possible effectivement d'intégrer ça. Alors, il y a deux dispositifs différents. Il y a le dispositif de certification sanitaire et puis le dispositif d'évaluation médico-sociale. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre les modalités d'application de ce droit de ce droit d'option du fait du cadre réglementaire qui est établi. C'est-à-dire que l'évaluation des établissements, des services sociaux et médico-sociaux est régie par le Code de l'action sociale et des familles et la transmission du rapport d'évaluation est régie par le Code et conditionne le renouvellement d'autorisation.
Et il se trouve que la certification des établissements sanitaires, je suis désolée de rentrer un peu dans ces détails-là, mais la certification des établissements sanitaires régie par le Code de la santé publique, pour le coup, et non pas par le Code de l'action sociale et des familles, n'est pas reconnue par le secteur médico-social et ça mettrait en difficulté les structures médico-sociales avec leur autorité donc compétente en la matière en ce qui concerne le renouvellement de leurs autorisations. Alors, il y a des discussions en ce qui concerne cet assouplissement, mais elles ne sont pas abouties. La seule chose que, effectivement, je puisse vous dire, c'est que l'HAS a, puisque vous savez que le référentiel sur l'évaluation médico-sociale est en cours de construction, et il a déjà fait l'objet de pas mal de concertations sur le sujet, on a pris cette approche d'une structuration qui ne soit pas trop différente. Alors certes, ce sont des secteurs différents, mais des éléments d'évaluation qui doivent être propres à chacun des secteurs, mais en termes de structuration, pour la bonne lecture et la bonne appropriation, on a fait en sorte que les deux référentiels puissent avoir une structuration identique. Vous avez sur le référentiel sanitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 3 chapitres, le patient, les soins, établissement, et sur ce qui sortira et qui est en cours d'évaluation sur le référentiel d'évaluation médico-sociale, il y a aussi 3 chapitres. Alors là, c'est pas le patient, c'est la personne, parce que vous savez que sur ce secteur-là, et après, c'est effectivement les équipes et c'est aussi l'établissement. Donc, une facilitation qui était à notre main pour l'appropriation de chacun des secteurs, parce qu'on a bien entendu qu'il était compliqué, notamment pour des établissements qui devaient porter les deux référentiels, une appropriation facilitée par une structuration du référentiel et également des méthodes. Alors, on ne parle pas de patient traceur, mais de méthodes très, très similaires sur le médico-social qui seront envisagées pour faciliter l'appropriation. Mais voilà, nous sommes dans un cadre réglementaire qui fait qu'on n'a pas pu passer ce pas-là aujourd'hui. Merci. Une autre question. Le représentant des usagers est informé de la démarche patient-traceur. Le jour de la visite de certification, est-il associé ou peut-il être associé à cette démarche en dehors des informations qu'il reçoit ou qu'il demande? Alors, si nous prenons des patients, des médecins pour faire des patients traceurs, c'est parce que réglementairement, les experts médecins de l'HAS sont autorisés à titre dérogatoire, et c'est dans la loi, de consulter, de prendre connaissance du dossier du patient. Puisque théoriquement, seuls ceux qui participent à sa prise en charge ont l'autorisation de prendre en charge, de consulter son dossier. Donc on est très attentif à ça, donc on ne prend pas d'experts non médecins pour faire les patients traceurs et on n'associe pas d'autres personnes dans cette démarche-là aujourd'hui. Alors, par ailleurs, un petit point pratique, c'est que quand on rencontre un patient, il me semble qu'il faut que la liberté de parole et les conditions de liberté de parole soient là et que le patient ne soit pas devant un nombre de personnes trop importantes. Il pourrait se sentir agressé et ça pourrait freiner son expression. Donc là aussi, je pense que ces entretiens, ils doivent être, c'est bien de les faire à deux. Et on demande à nos experts de s'assurer des meilleures conditions pour entendre le patient et le mettre à l'aise par rapport à ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, ça pourrait être mal perçu par le patient s'il voit débouler dans sa chambre trop de personnes. Je te rejoins également pour en faire un petit peu en pratique. C'est effectivement un bon motif. Une question un peu plus organisationnelle, si tu veux bien. Est-ce que la situation sanitaire actuelle risque de modifier le calendrier, en particulier de janvier 2022 ? Alors, on est très attentif. Je peux vous dire que c'est une attention quotidienne, voire même toutes les heures. On est en lien avec les ARS. On est bien sûr très attentif aux établissements qui nous saisissent sur le sujet. Et on verra véritablement au cas par cas.
bien évidemment, ce que j'ai dit en introduction, si ça n'a plus de sens, c'est sûr qu'on sera peut-être amené à en suspendre. Mais c'est ce qui a été dit aussi en introduction. Je crois que tous les professionnels, et c'est bien qu'on ait un système là, qui soit sur le terrain et qui reçoive, et je crois que le témoignage qui ont été faits montre que les professionnels sont mobilisés et s'emparent de cette occasion de s'exprimer sur toute la mobilisation qu'ils ont au quotidien pour rendre des soins de qualité et pouvoir exprimer et que ce soit rendu vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a un respect de toute cette préparation qui est faite, un respect de cette mobilisation. Il faut être à leur côté. Et si effectivement, c'est un frein trop important, mais au long cours, votre directeur de l'ARS le disait, si on met de côté la qualité, on ne va plus dans le sens de la prise en charge et dans le sens que veulent donner les professionnels à leur métier. Donc, on l'a vu, on s'est posé la question pour le CHU d'Angers, qui était en plan blanc. Est-ce qu'il était raisonnable de le faire avec ce partage et force de constater que donc oui, ça nécessite des aménagements pendant la visite. Oui, le coordonnateur, nous lui laissons une grande latitude dans le calendrier pour aménager au mieux et avec ces échanges directs qu'il y aura avec les représentants de l'établissement pour bouleverser un petit peu le calendrier pour peu que effectivement le référentiel puisse être couvert. On avait aussi, je rappelle, quand on a fait des visites pilotes au mois d'avril, on était aussi dans des situations, on a fait des visites dans des établissements où ils étaient très, 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 très mobilisés par le Covid. Et pour autant, on a eu un retour positif des professionnels et ça a été une aide pour eux et un repère et ils en ont besoin, on a besoin de les aider et on a eu ce retour et vraiment bon retour de professionnels disant on est ravis que des experts de l'extérieur viennent nous entendre, qu'on puisse leur montrer ce que l'on fait, montrer notre engagement et donc un retour positif. Donc je pense que ce sera un message aussi, peut-être je suis trop extrémiste, mais peut-être parfois qui pourrait être considéré comme de l'abandon. Et ça, on ne le veut pas. Parce qu'on veut véritablement être... Alors après, on regarde au cas par cas. Et on a eu pour la semaine prochaine le cas dans une autre région où on a suspendu la visite. Mais ce sera vraiment de l'analyse au cas par cas. Autre élément, on prend en considération les délais. On a quand même déjà en 2020 suspendu bien naturellement parce que c'était le démarrage et on était dans un autre contexte, le démarrage. On a quand même des établissements qui n'auront pas été visités depuis quasiment 7 ans. Donc il y a quand même des choses où au bout d'un moment, dans ces établissements, il n'y a véritablement plus de repères. Donc c'est un petit peu compliqué, notamment dans le contexte actuel. Et je rappelle que nous envoyons des experts, et ça c'est une force au niveau national. Les experts sont des professionnels de santé. Ce sont des gens qui viennent d'établissements, puisqu'au niveau national, la situation est complexe partout. Ils connaissent la situation, ils savent. Et donc, on leur demande d'être bienveillants en sens de prendre en considération tous les aménagements possibles pour que cette évaluation sur les pratiques qui sont au long cours puisse être évaluée correctement. On va d'ailleurs entendre le témoignage d'un coordinateur expert visiteur, mais avant ça, je voudrais te poser une dernière question qui est un peu technique, mais c'est à propos des modalités d'éligibilité au regard des critères impératifs. Oui. Notre auditeur, comme on dit à la radio, vient de comprendre que la satisfaction sur les critères impératifs était à 50% minimum pour être éligible. Qu'est-ce que tu peux en dire? Non, alors, le score global est calculé sur la base de la moyenne des notes des critères impératifs et standards. On ne prend pas dans la note les critères avancés, parce que c'est les critères de demain, donc ce n'est pas une exigence affirmée aujourd'hui, c'est plutôt un guide pour le futur. Donc on prend les critères standards, la majorité, et les critères impératifs. Ça donne un score global. Maintenant, sur les critères impératifs, s'il y a des situations qu'on ne voulait plus voir qu'on a vues, ça fait l'objet de ce qu'on appelle les fiches d'anomalie, en fait un rapport qui expose le contexte et qui développe le contexte dans lequel on a vu ces situations.
qui d'ailleurs sont complétés par l'établissement et qui sont portés à la connaissance de la commission de certification. Et c'est vrai que selon ces situations, eh bien, la commission peut être amenée à dégrader le niveau théorique éligible de la certification. Je vais prendre un exemple. Un établissement qui aurait un score de 82% global. D'abord, on va regarder l'homogénéité sur les 3 chapitres, sur chacun des objectifs. Et puis, il se trouve qu'on a vu dans plusieurs secteurs. Alors, en moyenne, peut-être que c'est un nombre de secteurs un petit peu qui n'est pas la majorité de pour l'établissement, hein, mais par exemple, on a vu sur 4 secteurs sur 10 une évaluation de la douleur qui n'est pas celle que l'on attend. Donc la moyenne n'est pas inférieure à 50%, hein, mais pour autant on a vu ça. Eh bien, en fonction de tout le contexte qui sera ramené par les experts et l'établissement, la commission pourrait être amenée à dire non, on ne peut pas accepter que ces critères impératifs ne soient pas respectés tant bien même que ce soit pas que ce soit que sur 4 sur 10, mais c'est encore trop. Donc elle peut demander à dégrader le niveau d'éligibilité. Donc il était effectivement certifiable et ils peuvent s'appuyer là-dessus en fonction du risque encouru. Et donc on regarde en fonction de l'établissement, bien évidemment, et du contexte, à dégrader le niveau. C'est pas automatique, c'est-à-dire que sinon ce serait trop facile. C'est pas numérique, on essaiera de retourner au niveau de la commission d'appréciation. De la récurrence, des conditions, etc. D'accord, merci. Petite note qui m'a été soufflée par Noémie, c'est que à propos de la participation des représentants d'usagers aux patients traceurs, si on a bien compris que lors de la visite de certification, c'était pour le moment pas souhaitable, en tout cas pas organisé, ça n'empêche pas les représentants d'usagers de demander à participer lorsque les patients traceurs sont effectués dans le cadre de la démarche autonome des établissements pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Je pense que c'est clair. Dans le cadre de la certification, c'est plutôt non. Mais dans le cadre de la préparation, non pas à la visite, mais à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, les usagers ont effectivement, les représentants d'usagers ont la capacité de demander à y participer, et éventuellement avec l'accord du patient à l'entretien. C'est pas éventuellement, c'est complètement, le consentement est utile. Oui. Le consentement du patient est utile. Oui, oui. Non, mais éventuellement à l'entretien, et de toute façon, à ce moment-là, avec le consentement du patient. Merci Anne. Et pouvez-vous détailler plus concrètement leur qualité mise en place sur le CHU d'Angers pendant la préparation à la certification? Évidemment, elle s'adresse à Madame Marco, qui j'espère n'avait pas raccroché. Non. Leur qualité, c'est un projet qui a été initié avec la CME et la direction des soins. Sur une thématique particulière, on réunit une fois par mois les praticiens, cadres de santé. Donc on ouvre à l'ensemble de l'établissement. On aborde une thématique pendant 1 heure sur différents sujets, les indicateurs qualité des soins, le PAX, mais aussi les directives anticipées, des choses assez larges qui concernent directement les pratiques soignantes. Dans le cadre de l'adaptabilité, il y a eu quelques modifications d'horaire et je n'avais pas perçu qu'il y avait 30 minutes de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous passez par le chat et elles seront transmises aux intervenants. On tâchera d'y répondre. Nous, on s'adapte, mais la technique un peu moins vite. Hein. Alors voilà, ça arrive, ne vous inquiétez pas. La question qui suit porte sur les duos ou trios de pôles cliniques. Quand ils existent, sont-ils questionnés pendant la visite? Et par exemple au CHU d'Angers, sur la dynamique qualité, le leadership, ou le management qualité a-t-il seulement été évalué au niveau du service et de la direction? C'est-à-dire, est-ce que l'échelon de management intermédiaire du pôle a été questionné? Madame Marco, oui. Peu mobilisés, c'est essentiellement les services qui ont été mobilisés et les professionnels dans les services.
effectivement, la gouvernance du pôle a été peu mobilisée. En fait, comme la direction qualité-gestion des risques, on porte j'ai parlé de coaching tout à l'heure, on porte des projets, mais ceux qui mènent les projets, coachent les équipes, on va dire, ou en tout cas engagent des projets qualité-gestion des risques, n'ont pas forcément été rencontrés dans le cadre de la visite. C'est les professionnels, et ce que disait Anne Chevrier tout à l'heure, on est vraiment sur le résultat et on ne regarde pas comment vous mettez en place les moyens. Donc, on n'a pas du tout regardé, en tout cas, on n'a pas été audité la gouvernance des pôles. Oui, on a eu une vue un peu, je vais dire angélique, idéale de la certification. Il y a probablement eu des difficultés. Est-ce que on va passer en revue un petit peu les difficultés éventuelles que vous avez pu avoir. Donc, Madame Marco, puisque vous êtes à l'écran, à quelles difficultés vous avez le plus été confrontés? Nous, les difficultés, c'est essentiellement des difficultés, on va dire, logistiques. Parce que tout à l'heure, on a parlé des patients mystères. En fait, c'est des profils qui ne sont pas définis en visite ou qu'on a dû adapter au moment de la visite parce que, par exemple, sur de la pédiatrie, on avait beaucoup de pédiatrie en lien avec de la pédopsychiatrie ou avec des bronchiolites et ce n'est pas forcément l'activité qu'on a de façon régulière. Donc, on a dû comme ça adapter des profils. Et donc, pour nous, les difficultés, ça a été vraiment d'un point de vue, on va dire, d'organisation, de trouver le bon patient, sachant que les patients, on les a le jour même, on a une liste et certains profils ont été définis la veille. Donc, c'était vraiment ça qui a été notre difficulté. Pour le reste, on n'a pas eu de difficulté particulière. Madame Brodard, est-ce que vous voulez compléter du côté encore plus proche du terrain sur les difficultés que la visite peut avoir posées, sa préparation ou sa réalisation? Merci. On n'a pas rencontré de difficultés majeures dans la préparation. Notre difficulté a été d'adapter notre RH dans un contexte sanitaire où on a eu une augmentation de demandes pour accueillir nos patients Covid+, au SSR, puisque j'ai dû ouvrir, comme je disais tout à l'heure, un secteur Covid et on doit, on essaye, dans la mesure du possible, de mettre de la RH supplémentaire pour les prendre en charge. Ça a été vraiment, nous, cette difficulté-là, à 3 jours de la venue des experts, réorganiser nos unités pour que cette visite se passe sereinement. Et je voulais vraiment, je vais peut-être me répéter, mais que les soignants qui avaient préparé cette certification soient libérés pour être audités dans de bonnes conditions. Ils ont voilà, et en renforçant l'ARH, ça a permis une visite, je dirais, sereine. Moi, voilà, c'est vraiment la difficulté qu'on a eue, c'est la difficulté RH. La gestion des ressources humaines. Madame Ridel, votre sentiment sur une difficulté éventuelle que vous auriez pu rencontrer? Non, oui, globalement, on est vraiment assez satisfait de la conduite de la visite, de la bienveillance des experts visiteurs. Les échanges se sont très bien déroulés. Il n'y a pas de gros points noirs, je dirais, si ce n'est le calendrier qui est un petit peu compliqué, comme on disait tout à l'heure, à organiser. Pour que personne ne se sente lésé, je vais poser la même question à Madame Renaudin. Des difficultés éventuelles, non? Madame Renaudin, vous êtes toujours avec nous? Non, je pense qu'elle est connectée. Non? Jean, si je peux, pendant attendant Madame Renaudin, dire qu'on a réinstitué, ça avait été fait il y a longtemps, mais là on l'a réinstitué, un questionnaire en fin de visite aux établissements et aux experts visiteurs pour que, au fil de l'eau, on puisse avoir ce retour des difficultés rencontrées et éventuellement nous adapter et en prendre et que ça nous serve pour les autres visites. Donc on invite tous les établissements et les experts
les établissements pour nous rendre compte des conditions dans lesquelles sont passées ces visites. Ça nous permet de cumuler et en parallèle, on organisera au printemps 2022 un questionnaire qui sera fait d'ailleurs par un organisme indépendant pour qu'on ne soit pas jugé parti sur la satisfaction de ce nouveau procédé, puisqu'on aura plus de 500 visites théoriquement, si ça se passe bien, qui auront eu une visite au niveau national. Donc voilà, donc on essaye d'être à la fois réactif à la fin de chacune des visites pour prendre en considération ce retour de satisfaction et d'éventuellement modifier et en plus on est en train de monter un questionnaire qui sera adressé à tous les établissements au printemps qui auront été visités. Je me souviens en son temps avoir plaidé pour cette évaluation de fin de visite, et donc c'est pas complètement illogique qu'on évalue l'évaluation finalement. Il y a une espèce de mise en abîme qui est assez logique. Et l'évaluation interne, si elle est adressée à l'HAS, est-elle étudiée par les experts visiteurs avant la visite? Alors, c'est une bonne question, ça. Je rappelle d'abord nous n'obligeons pas à rendre une évaluation interne. Dans l'approche, c'est assez compliqué de de prendre en considération ces évaluations internes sans savoir dans quelles conditions. D'abord, est-ce que les traceurs qui ont été réalisés correspondent aux traceurs que nous aurions faits? Est-ce que c'est comparable? On a objectivement le retour de certains établissements qui font surtout des traceurs dans les secteurs où ils savent que ça ne se passe pas bien. Donc on va avoir un écart et souvent ils ont une auto-évaluation qui est plus sévère que notre évaluation externe. L'expérience, on le sait, mais il peut y avoir des cas inverses. Je le disais, on s'attache à être transparent sur nos méthodes, etc. Mais c'est vrai que nous formons les experts avec la technique de l'audit. On peut pas être au clair sur ce retour avec un simple compte qualité pour savoir dans quelles conditions ça s'est réalisé. Et en plus, je pense que les établissements, avant tout, sont matures. Il y a des structures qualité, il y a des gens qui sont dans les équipes qualité, il y a des gens qui sont tout à fait à même de faire ce suivi, cette évaluation. L'évaluation externe doit leur permettre effectivement de se comparer, ils sont capables de le faire. La valeur ajoutée de l'HAS par rapport à ça est sans doute mineure et je pense qu'il faut rendre hommage à tous les référents qualité qui ont tous les moyens pour le faire et les meilleurs moyens que nous, parce qu'ils connaissent mieux leurs établissements, ils savent dans quelles conditions cette évaluation interne a été faite, avec qui elle a été faite, et donc il est préférable que ce soit eux, et c'est l'idée, c'est-à-dire que avec le dispositif que l'on a développé, et je profite pour dire aussi que on prévoit des aménagements de Calista pour faciliter cette évaluation interne, mais que cela soit à leurs mains. Et je pense que la maturité est suffisante après 20 ans, et avec le développement des référents qualité dans les établissements pour le faire. J'aimerais revenir sur les éventuelles difficultés pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je devrais demander à Madame Merceron si elle a des difficultés qu'elle aura pu pointer en tant que représentant des usagers. Aucune difficulté, parce que ça a été tellement simple et tellement, je veux dire, avec des échanges qui étaient très faciles. Je ne vois pas où on pourrait dire que c'était compliqué. Non, pas du tout. Un langage plus simple aussi, vous disiez. Oui, c'était, voilà, on a eu des langages beaucoup plus simples que par les précédentes vérifications. Enfin, les vérifications, c'est pas tout à fait le mot, c'est les visites. Parce que par le passé, quelquefois, les experts, ils employaient des mots qu'on n'était pas forcément habitués si on n'était pas suffisamment longtemps dans l'établissement. Là, je veux dire, je pense que personne n'a rencontré, que ce soit moi ou que ce soit les personnes qui étaient avec moi, personne n'a rencontré de difficultés sur les réponses qu'on pouvait apporter. C'est clair là-dessus. Il avait été question pendant un moment de créer un dictionnaire haésien français. Je vois que ce ne sera pas utile de renouveler la proposition, puisqu'ils apprennent à parler comme tout le monde. Non, c'est
une plaisanterie, bien évidemment. Il faut s'habituer aussi, hein. Il faut se mettre aussi au langage, il faut aller chercher quelquefois aussi dans le dictionnaire à quoi ça correspond quand on n'a que des... Mais bon, c'est un travail personnel après, ou alors on demande à quoi ça consiste. On va s'habituer aussi au langage, mais je veux dire là, dans une visite, c'est bien quand on n'a pas tous ces mots qui tombent et qu'on ouvre des grands yeux pour savoir qu'est-ce qu'on attend comme réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une question qui vient sur l'organisation par les experts visiteurs des visites dans le cadre d'une visite sur un GHT. Donc ça s'adresse plutôt à Anne Chevrier. Alors, en ce qui concerne les GHT, donc les établissements publics, on va faire en sorte, dans le planning, on a aménagé le planning pour que tous les établissements faisant partie d'un GHT aient leur visite sur une période qui soit circonscrite à 6 mois. Donc ça a été une modification parce que certains établissements, on était dans des cas où un établissement a eu sa visite il y a 3 ans, l'autre il y a 5 ans, l'autre il y a 6 ans, et donc il a fallu trouver une date. Alors pourquoi ce regroupement? Faire une approche, faire une évaluation du GHT, une évaluation du territoire, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit, mais peut-être avec un territoire, avec un périmètre de territoire un petit peu différent, puisque les GHT ont quand même des périmètres extrêmement hétérogènes. Et on a vu, c'est l'enseignement qu'on a vu au niveau du Covid, on l'avait déjà avant, mais ça a été renforcé, que sur le parcours, parce que c'est quand même le parcours du patient, il n'est pas seulement forcément au niveau des établissements publics. Bref. Et puis, il y a aussi d'autres établissements que des établissements sanitaires. Donc là, on est en train de réviser par rapport à ça. En tout état de cause, ce qui est prévu donc, dans la certification, ce sont des visites sur un espace-temps rapproché pour permettre justement au GHT d'avoir une vue globale et de comparatif de l'ensemble de ces établissements, et lui-même sera en fonction de son profil voilà, en capacité d'interpréter sur ces éléments comparatifs ces résultats, et sans que effectivement il y ait l'espace-temps qui fasse que effectivement, si on avait 2 ans d'écart entre 2 visites, on pourrait imaginer qu'il y a eu des évolutions, donc le GHT n'aurait pas une photographie à un temps donné qui permette cette comparaison qui serait flouée par un espace-temps. Donc voilà comment on prévoit de le faire. En ce qui concerne l'ordre, on préfère démarrer par l'établissement support du GHT, mais ce n'est pas obligatoire. On a eu beaucoup d'échanges avec des établissements et de certains GHT, où pour des raisons, et là aussi on s'adapte, on fait en sorte que le planning dans les 6 mois corresponde au mieux à la demande du GHT. Merci. Une question sur le compte qualité de la VE 2014. Est-il un document repris dans la visite de la nouvelle certification? Alors, alors au-delà du compte, oui, alors en ce qui concerne l'analyse des risques, on regarde quand même quand on va en visite, on sait quel était le niveau des décisions portées, quelles étaient les attentions et les écarts. C'est vrai que dans notre interprétation, si par exemple il y avait un écart sur une thématique, par exemple celle du médicament, et qu'on constate lors de cette visite qu'il n'y a pas eu d'amélioration, c'est vrai que c'est un petit peu, on prendra en considération. Donc on regarde l'historique, mais quand on a un résultat de certification qui date d'il y a plus de 5 ans, il faut bien imaginer qu'il y a un espace-temps tel, il s'est passé plein de choses pendant les 5 ans, et que on ne va pas prendre pour acquis le fait qu'il y a eu un maintien de ce niveau de décision depuis 5 ans. Il y a eu des améliorations, il y a eu des dégradations, on regarde en comparaison. C'est vrai que quand on a suggéré des améliorations sur certaines thématiques et qu'elles ne sont pas constatées, on le soulignera. D'accord, merci. Donc, je vous signale qu'il nous reste une dizaine de minutes pour des questions, donc n'hésitez pas à en poser. Et j'en ai vu une sur le parcours du patient limité à son parcours au sein de l'établissement, avec un point d'interrogation. Et est-ce que les structures
ou dispositifs d'amont et d'aval sont questionnés. Il est question aussi des CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont rattachés à des établissements avec des secteurs de psychiatrie. Est-ce que tout ça est pris en compte dans la visite? Alors ça, c'est effectivement quelque chose, on est attaché alors à plusieurs niveaux, donc dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Déjà, on va demander, quand on est dans le chapitre 2, donc on est plus au niveau des équipes, effectivement, on interroge sur les informations qui sont portées dans le dossier ou dans les lettres de sortie pour s'assurer que tous les éléments sont bien communiqués en temps et en heure. Pour les transferts, soit au niveau du patient, pour la reprise au niveau du médecin traitant, soit de l'établissement d'aval. Donc ça, on va effectivement être attentif et on a un critère en ce qui concerne ce suivi à la sortie. Et puis, c'est quand même le premier objectif qui est porté dans le chapitre 3. Est-ce que l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire? Donc là, dans cette partie-là, il y a quand même 8 critères qui creuse justement sur cette partie de coordination territoriale, de communication et de filières de patients, et de la consolidation des filières des patients. Tu as lancé un appel à candidature pour notamment pour les médecins patients traceurs, et il y a une question qui nous vient d'un ancien médecin conseil en retraite. Est-ce qu'il peut être recruté et ainsi participer à des visites de certification? Est-ce qu'on peut lui dire, comme à d'autres, candidater, et puis si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on saura vous l'expliquer? Oui, on prend toutes les candidatures sur le site. Il y a dans la rubrique établissement, sous-rubrique certification, il y a effectivement devenir expert et visiteur, on explique tout ça. Envoyez-nous vos candidatures et puis on les analyse au cas par cas. On est attaché effectivement, comme on l'a dit, et c'est important, plus particulièrement en ce moment, d'avoir des professionnels qui sont soit en exercice, soit qui n'ont pas lâché le lien avec l'établissement depuis trop longtemps. Et comme c'est sur le terrain, on cherche de plus en plus effectivement de professionnels avec des spécialités. Et on souhaite trouver des profils d'experts qui correspondent au mieux au profil des équipes qu'ils vont rencontrer pour bien connaître effectivement ce secteur-là. Donc il envoie sa candidature et elle sera analysée et on s'attache, on a une commission de recrutement mensuelle et à chaque fois on débat des sujets et un courrier de retour est adressé à tous les candidats. Il y avait une question pratique qui remonte un petit peu à quelques minutes, mais comme elle est pratique et puis qu'elle peut faire écho à plusieurs personnes, c'est à propos d'utilisation de Calista. Quand on envoie les grilles à Calista, il paraît qu'il n'y a pas de délai entre le clic et puis l'envoi. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une phase de validation dans le style « Êtes-vous sûr que vous voulez envoyer ?» C'est une question très pratico-pratique. Sur l'envoi du compte qualité? Oui. Oui. Alors ça peut être vu dans le détail. Je dois dire que je ne voudrais pas dire de bêtises. Je propose qu'on réponde de façon très précise. Mais enfin, en principe, dans Calista, on demande toujours est-ce que vous voulez enregistrer, est-ce que vous validez. Il y a toujours des phases de validation avec des clics multiples en règle générale. Alors, je vais regarder ce point de détail-là. Mais en général, il est bien demandé à plusieurs reprises. Bon, et puis si c'est un envoi, s'il y a une erreur d'envoi, bon, ben, on pourra la considérer. Et puis prenez contact avec le chef de projet qui suit votre établissement. Mais bon, je regarderai ça de façon, parce que c'est une question très très précise. Je connais assez bien Calista, mais ça, il faudra que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Personne ne s'est plaint qu'il y ait beaucoup de clics pour le moment, mais ça va venir. Une autre question sur la rencontre d'un patient non communicant au cours d'un patient traceur, par exemple en soins de longue durée. Les experts visiteurs rencontrent-ils les proches, tuteurs, curateurs? Alors que ce soit les patients effectivement non communicants ou les mineurs?
ou les patients sous tutelle, effectivement, on a mis dans le référentiel une part importante sur l'association des aidants. C'est quelque chose qui, au global, est important pour nous. Donc ça, c'est pour tous les patients. Et au moment du patient traceur, effectivement, on demande, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un non-communicant, qu'il y ait les proches qui soient là. Alors, ils peuvent être là soit physiquement, soit on les joint par l'expert, les joint par téléphone. Nous avons, semble-t-il, répondu à l'ensemble des questions. On remercie à nouveau les intervenants et je repasse du coup fermement la parole à Magali Bonhomme.